Allez, on y va? Allez, Jo, c'est parti. Au revoir, messieurs. Merci, mesdames. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi. Je crois qu'une des choses que je préfère dans ce podcast, c'est que je ne sais jamais à l'avance ce qui va se passer. Ah, alors attention, on va se faire écraser. C'est là, c'est en face. Ok, c'est parti. Chaque tournage est une petite aventure humaine et la promesse d'une belle rencontre. Voilà. Hop. Appel en cours. Bonjour Elsa. Bonjour. C'est au 12e étage, en sortant l'ascenseur à droite. Elle promène ses taches de rousseur et son regard mutin sur nos écrans de télévision depuis presque 30 ans. Porte ouverte. Tour à tour brigande, rebelle, héroïne romantique, sardinière en colère, mère dépassée. Aujourd'hui, c'est en grand-mère drôle et grandiloquente qu'on la croise régulièrement dans l'inoxydable série Clem sur TF1. 12e étage. Ah, c'est là-haut. C'est là-haut. Ah, bonjour. Carole Richer m'attend sur son palier, un immense sourire aux lèvres. Et j'ai aéré parce que j'ai eu un coup de chaud et après je me suis dit en rigolant, je me suis dit c'est pas vrai, on va parler de ménopause. Et comme par hasard j'ai une bouffée de cheveux, je ne sais pas où. Installez-vous, posez les affaires. Il fait tellement froid. J'ai chaud. Et je sais déjà qu'on va passer un joli moment. Carole, quand on a préparé cette émission, oui, vous avez dit, mais je sais pas très bien ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Oui, pourtant, exactement. Je sais que vous avez beaucoup de choses à nous raconter, mais comment ça se fait que tout d'un coup vous avez dit, je sais pas ce que je vais dire? Je pense que c'est mon premier réflexe, c'est sans doute un petit manque de confiance. Je constate effectivement, mais je pense que tout est lié au sujet que l'on va aborder. Je pense que je suis dans un moment de ma vie où beaucoup de repères ont bougé. C'est plus les mêmes. Il faut que je reconstruise tout ça. Il faut que je réinvente tout ça. Et je pense que quand on a entre guillemets quelques certitudes sur lesquelles on s'est appuyé pendant certaines années, qu'il y a des repères sur lesquels on a même fait pousser ses fondations. Quand ça bouge, et il y a tout qui bouge, et d'un seul coup, j'ai remis en question beaucoup de choses, et je pense que cette perte de confiance vient aussi du fait que le regard des autres sur la femme de 50 ans est compliqué. Et ça, c'est une réalité. Et j'ai beau me dire, mais je suis encore bien, je suis ci, je suis ça, j'ai de l'énergie, je suis drôle. J'ai beau me dire ça, mais je me rends bien compte que c'est quelque chose que je me dis comme un mantra pour garder confiance en me disant waouh. Mais parce que ce regard que vous ressentez, c'est un regard de la société, c'est un regard dans votre milieu professionnel, c'est quoi? Peut-être pour moi un regard professionnel. J'ai le sentiment qu'on ne me propose plus beaucoup de choses à jouer aussi intéressantes qu'avant, que je me retrouve face à des personnages qui sont beaucoup moins intéressants à interpréter parce que on les a mis dans des cases. En fait, la femme de 50-56 ans, on a une tendance à la mettre dans la case. Alors, soit c'est la mère de l'héroïne, la grand-mère, parce que l'héroïne a 20 ans, donc elle a bien une jeune grand-mère dynamique, certes, mais ça reste une grand-mère. Moi, je constate une chose, c'est que les personnages à partir de 50 ans n'ont plus de libido. Ils baissent plus, c'est terminé. C'est fini, on les voit plus à l'image, on les voit plus dans leur sensualité, dans leur désir, etc. Ça n'existe plus. Ils ont des problèmes d'hémorroïdes, j'imagine, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, ils ne font plus l'amour. Ils font plus l'amour. Oui, non, mais c'est une réalité. La ménopause, en vrai, il y a une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, plus ou moins aléatoire. Pour vous, comment cela a commencé ? Est-ce que vous vous en souvenez? Oui, d'abord je m'en suis pas rendu compte parce que c'était vers 50 ans, j'ai pris ce qu'on appelle un stérilet Minerva. Voilà, Minerva qui coupe les règles. Alors on m'avait dit déjà à l'époque, ne prends pas ça, c'est pas bien de retenir le sang. Le sang c'est naturel chez la femme, ça doit sortir, ça doit nettoyer le corps. Et c'était tout à fait je comprenais, mais je crois que j'en avais ras-le-bol d'avoir mes règles. Je me suis dit, chouette, il y a cette possibilité-là. Donc, je n'ai pas vu arriver ma ménopause parce que j'ai gardé assez longtemps ce stérilet jusqu'à ce que ma gynécologue me dise, faut enlever ce stérilet parce que maintenant, ça fait un certain temps, etc. Vous aviez quel âge à ce moment-là? J'ai l'impression que c'était il y a 3 ans.
à peine. 53 Ouais, quoi. 53, ça, oui, c'est ça. Il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Donc, on l'a enlevé, formidable, et elle me propose directement le traitement hormonal. Moi, très spontanément, je fais « Ah oui. » Mais j'ai eu peur. J'ai eu le réflexe que beaucoup de gens ont. Mince, les hormones. Est-ce que je prends des hormones? Et j'ai eu 2-3 amis qui m'ont dit « Mais ça va pas, tu prends pas des hormones, c'est dangereux, ça peut donner un cancer. » Qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai arrêté net. Ah oui. Et j'arrête. Ok. Et là, et ben là, c'est une petite descente aux enfers. Mais réelle, c'est-à-dire que je commence à avoir c'est surtout un dérèglement émotionnel. Je suis en train de faire une déprime, mais absolument terrifiante. J'ai tout le temps envie de pleurer, je suis tout le temps là, en train de me dire mais je vais pas bien, je suis sensible, j'ai l'impression que tout me touche. Je me dis mon Dieu, j'ai 53 ans, mes enfants sont vraiment à 2 doigts de partir de la maison. C'est quoi ma vie? Enfin, pas bon du tout. Pas bon. Vous remettez tout en question, quoi. Tout, je remets tout en question et surtout je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et puis en même temps on me dit mais tu sais c'est difficile, voilà cet âge-là, on vieillit. Effectivement, j'avais un peu grossi, je me sentais pas bien dans mon corps, j'avais pas mis en route le sport comme je le souhaitais. Il y avait quelque chose qui stagnait. C'est vraiment le sentiment d'une stagnation avec des bouffées de chaleur, avec des crises de larmes, etc., etc. Et puis à un moment donné, mais quand je vous dis, je n'en pouvais plus. Je suis arrivée chez ma gynécologue en lui demandant de me prendre en urgence. J'ai sangloté chez elle, je ne pouvais plus m'arrêter. Je m'en souviens, ça m'avait marqué. Et elle m'avait dit cette chose très frappante. Elle m'avait dit le nombre de psychothérapeutes ou de psychiatres qui m'envoient leurs patientes parce qu'ils ont mis quelques mois à comprendre qu'en fait, leur patiente n'était pas du tout dépressive, mais qu'elles avaient simplement un dérèglement hormonal qui était lié à la ménopause et qu'en fait, il fallait un traitement hormonal ou en tout cas trouver une solution de ce point de vue-là. On n'était pas du tout dans une dépression. Dans une dépression, on va dire, psychologique, quoi. Ouais. Donc ça, c'est très important. Donc elle m'a tout de suite donné, mais en urgence, mais je me suis dit, donnez-moi vite quelque chose. Je les ai mangés. Il y en a d'autres qui mangent des cookies. Moi, j'ai bouffé Donc mes on hormones. vous a donné le traitement hormonal de substitution, c'est-à-dire oui, la progestérone oui, à exactement. avaler, et puis le gel. Voilà, exactement, le gel. Alors, il y a eu un petit temps d'adaptation quand même, c'est-à-dire au début, je mettais trop de gel, j'avais l'impression, dans mon souvenir, j'avais les seins durs, j'avais l'impression que c'était trop, ou j'en prenais trop. Je crois qu'elle me donnait 2 capsules, il y avait un truc qui fait que j'ai tout baissé. C'est-à-dire qu'il a fallu quelque temps pour comprendre comment vivre avec ce traitement. Donc parce que c'est vrai que moi aussi, j'en suis là. Donc c'est vrai que c'est un petit moment, un peu de tâtonnement. Voilà, mais avec quand même un conseil, d'ailleurs qu'elle a renouvelé très, très, très récemment. Elle m'a dit comment vous vous sentez. J'ai dit non, franchement ça va bien. J'ai des bouffées de chaleur encore la nuit. Il m'arrive d'avoir des bouffées de chaleur. Elle me dit écoutez, n'augmentez pas pour que cet inconfort, en fait, ce soit quelque chose que vous acceptiez de vivre. Parce que si vous prenez de plus en plus, je pense qu'après, il peut y avoir, je crois, du poids que l'on peut prendre, qui va donc amener un autre inconfort, puis ça reste quand même des hormones. Elle me disait, essayez de vivre avec ça, de vivre un peu avec ça. En tout cas, c'est très important ce que vous nous racontez, le fait que des psychiatres aient envoyé leurs patientes chez une gynécologue, parce qu'effectivement, il y a de nombreuses femmes qui sont mises sous antidépresseurs parce que on pense qu'elles sont en dépression, alors que juste, elles ont effectivement des chutes hormonales qui posent problème. Alors pour vous, la ménopause est arrivée à un moment très charnière de votre vie. Oui, exactement. Alors je me suis dit, mais c'est vraiment la totale, quoi. Vous pouvez nous raconter? Je pense que c'est le moment de charnière de beaucoup de femmes, c'est-à-dire que autour de 50 ans, évidemment, il y a des grandes modifications familiales pour celles qui ont le bonheur d'être mères. C'est que les enfants partent, c'est que c'est à cet âge-là que les enfants commencent à voler de leurs propres ailes, à quitter le nid familial. Et il y a ce qu'on appelle le syndrome du nid vide que moi j'ai vécu en même temps que justement cet état un peu de déprime ou j'allais dire de décharge émotionnelle qui était dur à vivre. J'avais vraiment le sentiment que c'est bizarre, mais presque que j'étais
que j'étais un peu en danger, quoi. Je me disais, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais de moi? Qu'est-ce que je fais de moi, quoi? Comment je me reconstruis? Comment je sais pas trop où est la femme dans tout ça. La mère, je savais où elle était. Elle prenait beaucoup de place, donc très tournée vers mes enfants, très à l'écoute de mes enfants, très dans leurs besoins à eux. Et puis à un moment donné, ils ont moins besoin de moi, ils ont pas besoin que je sois autant à leur écoute. Mon rôle, c'est au contraire de les aider à partir, à pas être un poids. Ça, c'est sûr. En plus, la situation personnelle, pour rentrer juste dans ma vie personnelle, c'est que moi, j'ai élevé mes enfants seuls suite à la mort de mon mari. Et donc, il y avait un truc un peu difficile à trouver, c'était que mes enfants, je voyais bien qu'ils osaient pas partir. Oui, parce que vous étiez seule. Oui, parce que j'étais seule. Et même si j'ai eu un compagnon après, mais c'était pas pareil. On laisse maman un peu toute seule, quoi. Maman qui s'est tellement occupée de nous, maman qui a tout fait pour nous, on la laisse un peu toute seule. Donc, est-ce que vous aviez cette sensation de cette femme qui vieillit, la comédienne qui travaille aussi peut-être un peu moins, une mère dont on n'a plus besoin, un mix de tout, de plein d'émotions comme ça et d'événements, et du coup, on sait plus pourquoi on va mal, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Il y avait une espèce de débordement à tout niveau. J'étais submergée, en fait, par plein presque de contradictions intérieures, en me disant, j'ai une nouvelle liberté, mais j'en fais quoi? Les enfants, c'est normal, c'est super, il faut qu'ils partent, mais en même temps, j'ai envie qu'ils restent. Puis en même temps, j'ai pas vraiment envie qu'ils restent non plus. J'en ai marre aussi de toujours leur courir après. Et puis en même temps, qu'est-ce que je fais là? Voilà, ma peau, bof. Mes rides, il va falloir que je vive avec. Et puis en même temps, le regard des hommes, il change. Les hommes eux-mêmes sont en crise. C'est-à-dire qu'en plus, on est en parallèle avec des hommes en crise, des hommes qui, eux, à nos âges, ne nous regardent plus, non pas parce qu'on n'est pas attrayante, mais parce que eux-mêmes sont en crise sur leur propre vieillesse, en train de se dire il va falloir moi aussi que je me bouge. Et du coup, je pense que ils ont envie de femmes peut-être plus jeunes, au moment où nous, on a besoin d'être regardés aussi. Oui, c'est dur, hein, parce que moi, je suis entourée de femmes qui ont été quittées aussi, qui ont été ou qui se sont séparées volontairement, mais parce que justement, elles n'étaient plus regardées, épuisées aussi par l'éducation avec les enfants. Enfin je trouve que franchement, on en chie. Ouais. Vous êtes la première, en fait, à nous parler ouvertement du syndrome du nid vide. Ce qui m'intéresse beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a plein de femmes de 50 ans, en plein de ménopause, qui disent « Mais non, mais c'est la liberté, alors il n'y a plus les règles, les enfants sont grands, maintenant il est temps, on peut faire plein de choses ». Et moi, je crois qu'effectivement, avant de réussir à comprendre ce que c'est la liberté et à vivre cette forme de liberté, il y a quand même un petit passage à vide. C'est exactement où il faut se reconstruire. Voilà. Moi, je le vis vraiment comme ça. J'ai vraiment le sentiment que je suis en train d'en sortir en plus. Mais c'est un passage obligé. On va pas se voiler la face. Moi, je suis pour dire une nouvelle adolescente, séduisante, prendre des amants, se reconstruire, partir. Je sais pas, me raconter n'importe quelle chose. Mais la question, c'est qu'à un moment donné, c'est des étapes de vie qui nous interrogent profondément et on est obligé de s'y confronter. Mais comment vous avez vécu cette période? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait, par exemple, conseiller à des femmes qui vous écoutent et qui vivent cette période? Comment vous en êtes sortie de ce petit moment? J'ai été très bien conseillée. J'ai eu une amie qui m'a dit mets-toi dans l'eau. Mets-toi dans l'eau. Mets-toi dans l'eau. Retrouve-toi dans l'eau, comme le bébé dans le ventre de sa mère. Mets-toi dans l'eau, va nager. Elle m'a dit, je t'assure, tu n'auras plus une bouffée de chaleur, tu n'auras plus d'angoisse, va nager, va te mettre dans l'eau. Et je me suis dit, je vais le faire. Ok. Alors moi, on me dit ça, je me dis, mais hors de question, même pas. Ouais. Vous le faites? J'étais pas bien, hein. Donc à un moment donné, on est motivé quand on n'est pas bien. On se dit, j'ai envie d'aller bien. Ok. Voilà. Donc vous allez n'importe quelle piscine? N'importe quelle piscine, ma piscine à côté, qui est une piscine publique, mon petit bonnet, mon maillot de bain, mes lunettes... Et puis je trace et c'est très agréable. Et là, donc première fois.
Imaginons. Ouais. Donc, première fois, racontez, vous allez dans l'eau, il fait froid. Ah bah oui, c'est pas forcément, je sais même plus à quelle saison c'était, je me suis pas posé la question. Il pleuvait, il ventait, il faisait froid, il faisait chaud. J'étais pas dans le confort de, je vais à la piscine, ça va être formidable. Ouais. Non, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. Vous étiez en survie. Oui, j'étais en survie. Je me suis dit, en fait, j'avais un peu oublié mon corps, mais oublié mon corps parce que j'allais bien, c'est-à-dire le corps, avant la ménopause, j'étais dans des espèces de compromis comme tout le monde, petite marche par-ci, un peu de sport par-là, des tournages, la vie, le rythme parisien, la scolarité des enfants, tout ça était, puis j'étais évidemment plus jeune et tout ça, donc je me posais pas de questions. Là, j'ai vraiment pris conscience que si je ne m'occupais pas de mon corps, si je lui disais pas bonjour tous les jours, je vais t'aider, tu vas voir, ça va aller, ça va le faire. Je vais te rendre vivant parce que tu as besoin d'être vivant, de retrouver de la vie. Et d'être pris en main. Et d'être pris en main, je vais m'occuper de toi. Et pas de façon excessive, à faire du sport, à me tordre dans tous les sens, machin, etc. C'était juste... l'eau, c'est assez magique. Hein. L'eau, ça répare. Hein. Même si on n'a pas envie d'y aller, hein, ça répare. Hein, se mettre la tête sous l'eau. Et puis, je me suis mis aux douches froides aussi. Alors, ouais, l'eau. L'eau, par exemple, d'abord, la piscine, combien? 30 minutes? Oh, ouais, à peine. Oui, pas plus. Hein. Okay. 30 minutes, à mon rythme, en barbotant, la tête sous l'eau, beaucoup la tête sous l'eau. Beaucoup la tête sous l'eau. Comme si vous aviez besoin d'oublier, de se laisser couler comme ça? Ouais, très, 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 très agréable. Mais j'en connais autour de moi qui ont fait ça et ça a marché. Hein. C'est vraiment un remède d'une grande efficacité. Carole, on a pensé à vous en préparant le podcast. Je voulais justement vous faire écouter un petit passage de l'émission Bel et Bien dans laquelle on a reçu Pascale Derme, qui est une réalisatrice qui a écrit un livre et fait un film sur les pouvoirs de l'eau, justement. Écoutez, vous me direz si ça vous parle. Ce qui a été mesuré par les scientifiques, c'est que tous ceux qui ont la chance d'habiter à moins de 5 km de l'eau, de la mer, d'un littoral, d'une rivière, se déclarent en bonne santé, se déclarent moins stressés, parviennent à réguler, à rééquilibrer leurs émotions de façon plus rapide. Et globalement, il y a un effet sur tous les paramètres de la santé cognitive, physique et mentale. J'ai d'abord découvert ce corpus scientifique de la santé bleue. Donc, c'est plus de 150 études, un corpus de 90 chercheurs qui sont des épidémiologistes, des psychologues environnementaux, des neuroscientifiques et des gens qui évaluent ces bienfaits de l'eau sur ce qu'on ressent intuitivement, mais ils l'évaluent scientifiquement pour en fait inciter les gens à être des acteurs de leur santé. Et à ce moment-là, oui, j'ai découvert que j'étais moi aussi atteinte d'une maladie grave et l'eau a été à la fois ma consolatrice et mon allié thérapeutique. Pas exclusivement, mais de façon complémentaire. Il y a des effets antidouleurs de l'eau, il y a des effets anti-inflammatoires, il y a des effets multiples et en particulier sur la gestion et la régulation des émotions. Et c'est de tous ces outils-là dont on a besoin aussi pour garder la foi et puis pour traverser ces épreuves. Je savais pas à quel point c'était prouvé scientifiquement, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, ça marche. Enfin, c'est vrai que ça a des bienfaits incroyables. Alors, en plus, j'ai la chance d'avoir un lieu qui est pas très loin de l'océan, et c'est vrai que dès que je suis là-bas, je ne suis pas la même. D'ailleurs, ma fille souvent me le dit, t'as pas la même tête là-bas. J'ai l'impression que ça rentre à l'intérieur du corps, de partout. Toutes les particules sont imbibées en fait de ces gouttelettes d'eau et vraiment, c'est pour ça que j'ai eu aucun problème. Et Dieu sait que me faire prendre une douche froide avant la prise de décision de prendre ma douche froide, enfin, c'était même pas inconcevable. Je n'aime que le chaud. Je suis toujours avec mes petites bouillottes, mon petit thé chaud, mes douches chaudes, etc. Et je sais pas, j'ai eu un déclic. En fait, j'ai eu un déclic de santé. J'ai senti qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi plus fort que ce que j'aime, c'est-à-dire effectivement la douche froide. Et je fais la douche froide depuis le Covid. Alors, ça veut dire quoi? COVID, on dit. Ça veut dire quoi? Je fais la douche froide. Par exemple, il y a la méthode Wim Hof qui dit qu'il faut rester 15 secondes sous l'eau pour ensuite commencer à faire 1 minute ou 2 minutes. Vous faites quoi? Alors moi, je prends d'abord une douche chaude. Ouais. Et puis à un moment donné, je passe directement du chaud au froid, puis du froid au très froid. Donc du chaud au froid, déjà, je vais
Voilà. Ouais. Et ensuite, je sais que je pousse un peu le curseur complètement à droite. Et là, je sais que c'est froid et je le passe partout. Alors là, j'ai aucun problème. Même je peux, quand je me lave les cheveux, les cheveux, ils passent, hein. Quand je vous dis c'est partout, c'est le visage, derrière la nuque, les épaules, tout le corps, machin, etc. Âgé très fort pendant 1 minute et demie. Ah oui, quand même. Oui. Ah oui, oui. Ah oui, pas juste comme Ouais, ça. ouais. Je reste. Hein. Et qu'est-ce Et que je ça compte. vous fait? C'est revigorant, et vous comptez. Oui, et je compte. On me dit 20, 2, 3. Quand j'arrive à 60, je Et qu'est-ce qui se passe après? Alors, c'est revigorant, Ouais. c'est énergisant, j'imagine. Oui, Tout d'un ouais, coup, vous ouais. n'êtes plus la même, c'est dynamique. Ouais, c'est vraiment un coup de fouet, quoi. C'est un coup de fouet. Je me sens mieux après. J'ai l'impression que je peux mieux démarrer ma journée. Et puis j'en ai besoin. C'est surtout ça maintenant. C'est-à-dire que c'est mon corps qui me le réclame. La sensation du froid, elle n'est pas que désagréable. Elle devient même agréable. Il y a quelque chose qui est. Et puis, j'ai quand même le sentiment qu'en faisant toutes ces petites choses, parce que je fais beaucoup de choses, mais pas énormes. Je suis pas une grande sportive. Je suis pas quelqu'un qui va d'un seul coup décider d'aller faire des trucs incroyables dans tous les sens. Il y a vraiment des natures sportives. Je ne fais pas partie de ces natures sportives, mais je fais beaucoup de coups de 15 minutes. À part la natation, où je fais 30 minutes, parce que déjà que j'y vais, que je suis dans l'eau, autant rester 30 minutes. Et j'essaye de le faire 2 fois par semaine. Mais surtout, j'aime les rituels de 10-15 minutes. La petite douche froide. Ensuite, je frictionne tout le corps avec. Je m'hydrate énormément. Vous avez une brosse? Est-ce que Non, vous moi, frictionnez? non, moi je fais pas ça. Non, je fais pas ça. Mais surtout, je frictionne beaucoup avec de la crème. J'hydrate. Je bois beaucoup. J'ai vraiment l'impression d'avoir des problèmes d'hydratation aussi liés à la ménopause. Hein. Je passe mon temps à me dire faut que tu boives, faut que tu boives, faut que tu boives. Et en faisant ces massages en fait du corps, c'est des vrais massages que je fais. J'avais appris ça pendant la Covid. J'avais appris des mouvements de Qigong qui consistaient en fait à réveiller tous ces organes. Donc il y a vraiment un travail sous les aisselles, un travail partout sur les frottements du corps. Là, Mais est-ce que au vous niveau du tapotez ventre, je me comme ça tapote partout. Ok. Exact. Je fais des petits bruits, mais pour qu'on comprenne. C'est exactement C'est ça. ça. Je me tapote, je tapote le crâne, etc. Après, je fais 2 salutations parce que je trouve que c'est assez complet. Et 2 salutations au soleil. Voilà, 2 salutations au soleil. Et je fais ça, on va dire à peu près 15 minutes, pas plus. Hein. Mais c'est un réflexe chez moi. C'est-à-dire que, par exemple, à la mort de mon mari, par exemple, qui a été absolument terrifiante, les enfants étaient petits, enfin, c'était gigantesque ce qui m'est arrivé. J'ai le souvenir intérieur de me dire, il ne faut pas que je tombe malade. C'était comment je vais faire pour ne pas tomber malade. Le nombre de gens qui, on le sait, vivent des traumatismes très importants, ils peuvent effectivement se poser la question, mon Dieu, est-ce que mes cellules à l'intérieur de moi, marquées par le choc, marquées par tout ça, ne vont pas mal réagir et éventuellement créer une maladie et un cancer ou je ne sais pas quoi. Ouais. Est-ce que je peux me permettre juste de vous demander, si ça ne vous dérange pas, comment votre mari est décédé? Il est décédé en fait d'une mort cérébrale, mais qui est liée à une valve du cœur qui fonctionnait mal. Et on ne le savait pas du tout, et donc qui a empêché l'oxygène de monter au cerveau. Et en fait, il est tombé dans le coma. Ça a été très soudain. 4 jours. Vous aviez quel âge à ce moment-là? 38 ans. Ah oui. Donc, alors, justement, vous avez 38 ans. Comment on se relève de tout ça? Justement, déjà, on se dit, comment vous avez eu cette force-là de tout de suite vous dire, sûrement, j'imagine, vous aviez vos enfants, donc vous dites, il faut pas tomber malade. Oui. Alors, c'est vrai que très, très vite, j'avais un moteur, c'était mes enfants. Enfin, j'étais pas trop tournée sur moi. Et en même temps, toujours, les amis, j'ai la chance d'avoir de très, très belles amies autour de moi, m'avaient dit, il faut que tu te fasses masser. En fait, il faut qu'on te touche, il faut que ton corps reste vivant. Et j'ai le même réflexe à la ménopause, en fait. Vous voyez, il faut que le corps reste vivant. Je touche mes organes. Enfin, je peux pas les toucher. Enfin, je les touche comme je peux. Je tapote, je me touche. Je me touche parce que le corps a besoin, lui aussi, de s'exprimer. Il a besoin de parler. Il a besoin. Il n'y a pas que les mots. Il y a les mots MOOTS. Il n'y a pas que manger, parler, communiquer. Il y a le corps. Il a besoin de s'exprimer. C'est hyper important. C'est pour ça que je lui accorde ces 15 minutes par jour. Et pour revenir à cette période du deuil, je me suis fait masser 3 fois par semaine, donc tous les 2 jours. J'avais le plexus ici, à ce niveau-là, c'était du bois. Du bois, et je sais pas, j'ai eu une intuition absolument phénoménale. Je me suis dit, c'est ça qui va faire que je vais tenir. Et en fait, je me suis fait masser pendant plus d'1 an.
à l'époque, je m'étais fait la réflexion en disant, voilà, je sais où sont mes vacances. Le budget vacances, je l'avais mis dans les massages. Mais j'ai senti qu'il valait mieux que je me fasse masser que de partir en vacances à faire le choix, quoi. Et donc, je me souviens très, très bien de ça. Et c'est là où j'ai compris que le conseil que j'ai à donner, en fait, quand on est en choc, quel qu'il soit, c'est mon Dieu, occupez-vous de votre corps, quoi. Occupez-vous, écoutez-le, quoi. Écoutez-le parce qu'il a vraiment, sinon il va tomber malade. Oui, c'est ça. Il peut tomber malade, c'est trop dur par moment. Alors, je ne parle pas de la ménopause qui peut être difficile, mais là, je vous parle juste de ce drame-là. Et j'ai vraiment senti que j'avais tellement mal que je me suis dit, mais le chagrin, il va rester bloqué à l'intérieur si je ne l'aide pas à sortir, quoi. Et alors là, je ne sais pas ce que ça aurait donné. Ma pensée géniale, ça a été ça. Je ne suis pas allée voir des psys. J'ai pas pris d'antidépresseurs, des choses comme ça. Je me suis fait masser tous les 2 jours. Incroyable. Ouais. Pendant 1 an. Mais comme un truc. Et puis je pleurais à chaque fois. Donc c'est-à-dire, il y avait des choses à sortir. C'était pas des massages où après je me suis dit, ça va mieux. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai tout ça à l'intérieur de moi. Gloups. Voilà. Et là, j'ai eu le même réflexe avec la ménopause. Et je me suis fait quelque chose. Et je me suis retrouvée tous les 2 jours dans l'eau. Vous avez dit tout à l'heure, c'est capital, voire vital de s'occuper de soi à la ménopause. Vous pouvez nous reparler de ça? Pourquoi c'est capital et vital de s'occuper de soi quand tout d'un coup on est en pleine ménopause? Parce qu'on a, non pas qu'on a un corps qui nous trahit, mais comme je le disais tout à l'heure, on a perdu ses repères, on a l'impression que ça fonctionne moins bien, on se retrouve avec un corps qui s'hydrate plus, on se retrouve à, je sais pas moi, avoir les cheveux qui sont moins bien, les ongles qui se cassent. Il y a quelque chose dans son rapport à soi. À nos ovaires. À nos ovaires, ouais. Évidemment, à nos ovaires qui change, quoi. Je veux dire, moi j'ai envie d'être douce avec moi. J'ai envie d'être douce, et pour être douce avec moi, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je me regarde, il faut que j'ai presque envie de dire que j'apprécie ce vieillissement, que je l'aime. Ça tombe un peu, bon. C'est pas grave. Ouais, c'est pas très grave, quoi. On va pas, voilà, c'est juste accompagner ça. Alors évidemment, je n'ai plus la même poitrine qu'avant. Je me dis des fois, j'aurais peut-être dû faire quelque chose. Et puis après, je me dis que justement, ça raconte une fragilité, ça raconte un vécu, ça. Bon, voilà, quoi. Avec les hommes, vous avez un rapport. Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. J'aimerais dire oui, puis en même temps, j'ai eu un compagnon que j'ai quitté, bref, on s'est quitté. On s'est quitté, mais justement à cet âge charnière, c'est-à-dire à quelques mois près de mon entrée, on va dire, dans la ménopause, comme si il y avait une dissonance qui se faisait à ce moment-là. Les enfants étaient sur le départ, il y avait tout ça. J'ai envoyé tout balader, quoi. Et je suis rentrée de plein fouet, toute seule, dans la ménopause. Et je me suis finalement, avec du recul, accordé cette parenthèse qui n'a pas été facile, mais finalement, je l'ai vécue pour moi. Je pense que pour pouvoir la partager avec son compagnon, il faut effectivement quelqu'un de très aimant et qu'on aime encore énormément pour pouvoir accompagner ça. Si c'est pas le cas, je pense que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus instructif de le vivre seul. Parce que moi, j'ai l'impression que la femme que je suis en train de devenir, elle est mieux qu'il y a 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose qui se passe absolument d'essentiel. Et par rapport à la séduction, si on veut parler de ça, j'ai complètement... il y a autre chose qui se passe à ce niveau-là, c'est que j'ai le sentiment que finalement c'est beaucoup plus fluide. C'est comme si la ménopause, en fait, quand je suis arrivée dedans, j'étais dans un espèce de machine à laver. C'est-à-dire que je ne pouvais rien voir. L'eau était brouillée, etc. Un homme me regardait, je pouvais pas le voir. Il y avait pas de place. Il y avait une espèce de choses comme ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'eau commence à stagner, que finalement le paysage s'éclaircit. Et je me rends compte justement que c'est beaucoup plus ouvert que ce que je pensais. Et qu'il y a des endroits aussi où je n'ouvrais pas, parce que je pense que la mère avait pris le dessus sur la femme.
Et qu'aujourd'hui, c'est la femme qui prend le dessus. Et donc, en fait, je me redécouvre. J'avais oublié que j'étais majoritairement une femme. C'est bien ce que vous dites. Ouais. C'est très intéressant ce que vous dites. Vous savez, il y a quelque temps, justement, j'ai assisté à une petite réunion avec beaucoup de femmes sur la ménopause et elles me disaient qu'elles aussi, elles avaient, au début de ce qui leur arrivait, des premiers symptômes, elles avaient ressenti, il y avait, sur 10 femmes, il y en avait 3 qui me disaient, on est parti, on a quitté nos maris, parce qu'on avait besoin de le vivre seul, ce moment-là. Ouais. On n'arrivait plus à communiquer, en fait, et on savait pas comment expliquer nos symptômes. Mais c'est la première fois qu'on entend quelqu'un comme vous qui le dit. Je crois que j'avais besoin d'être seule. Ouais, j'avais besoin d'être seule, quoi. Ou d'avoir en tout cas un compagnon avec qui vous êtes depuis très longtemps. Oui, voilà. Et qui peut partager ça, qui même se met en retrait, qui sait se mettre en retrait, ou en tout cas, voilà, ou que la relation est tellement, on va dire, forte qu'elle supporte, en fait, cette période-là. Mais si c'est pas le cas, évidemment, il vaut mieux clarifier la zone. Vous avez également changé votre regard sur le monde qui vous entoure, sur l'univers. Alors j'imagine que ça a sûrement commencé après la perte de votre mari. Bah oui, bien sûr. Moi, j'ai complètement appréhendé le monde d'une autre façon. Bah oui, je suis habitée. J'ai le sentiment d'être habitée. Ça veut dire quoi? Je crois que j'ai l'impression d'être habitée par mon mari. En fait, c'est vraiment quelque chose. C'était une immense histoire d'amour. J'étais très, très, très heureuse avec mon mari et je pense que cette joie, je l'ai jamais perdue. Voilà, j'ai souffert, mais la joie est restée. La joie de vivre est restée avec des hauts et des bas, mais j'ai toujours pris ça comme quelque chose comme une force, comme quelque chose de puissant à l'intérieur de moi. Mais vous lui parlez? Oui. Je lui parle surtout quand j'ai des soucis avec mes enfants. Ouais, quand j'ai des soucis avec mes enfants, que j'ai besoin d'un coup de main, je pleure un bon coup et puis je demande de l'aide. Il s'appelait comment votre mari? Daniel. Moi, je l'embrasse, Daniel. Merci, c'est gentil. Maintenant, je vous en prie. Vous m'émeut. Je suis émue, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez envie de dire que vous ne nous avez pas dit? Moi, je me suis rendu compte que depuis que je ritualise quelques petits moments de ma vie, quotidiennement, je progresse. C'est ça que j'aurais envie de dire, c'est que justement, cette petite douche froide, je pense que je fais des progrès. Même dans mon rapport à moi, je veux pas aller sous l'eau froide, j'ai pas envie, je progresse. Alors que je démarre au quart de tour dès que je suis réveillée le matin, que j'ai plein de choses dans la tête, etc., je dis stop, occupe-toi de ton corps, 10 minutes, 15 minutes. Et j'ai pas envie, mon cerveau est déjà ailleurs, hein. Il est déjà sur Insta, en train de se dire je vais appeler machin, etc. Il est parti en vrille, ou il est en train de se dire mon Dieu, il pleut, il fait mauvais, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Enfin, il passe par tous les états. C'est une espèce de guéguerre, mais de petite guéguerre intérieure pour me dire tu prends tes 15 minutes. Et surtout pour finalement revenir à vous-même. Oui. C'est-à-dire le principal aujourd'hui, c'est soi. Oui. C'est votre survie. Bah, j'ai l'impression que si je suis ce rendez-vous que j'ai, pour moi, la ménopause, c'est un rendez-vous avec soi. Et si je prends bien ce rendez-vous avec soi, je ne peux aller que bien. Et je pense que c'est ça. Il faut absolument trouver des petites bulles à soi pour se dire bonjour, pour dire bonjour à ses reins. Bonjour mes reins. Bonjour mes ovaires. Bonjour mes intestins. Oui, voilà, exactement. Pour moi, mon corps, alors ça c'est aussi depuis la mort de mon mari. D'abord, la mort de mon mari m'a réveillée dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, d'accord, je suis donc vivante. Il est mort, mais moi je suis vivante. Il y en a d'autres qui vieillissent pas, il y en a d'autres qui s'arrêtent avant, voilà, qui terminent pas leur route. Moi, je suis toujours là. Alors je vieillis, j'essaie de le vivre le mieux possible parce que de pouvoir lasser ses chaussures le plus longtemps possible, c'est quand même assez sympa. Bien sûr. Si on peut le faire, mais c'est à chaque fois j'ai ce rapport-là en fait à mon quotidien. On va toutes aller à la piscine. Allez toutes, rendez-vous à la piscine. On va mettre sa tête sous l'eau. Ouais. Oui, c'est très très bien. Merci beaucoup. Écoutez, c'est un plaisir. Caroline, j'espère que je pourrai aider. En plus, ça coûte pas cher. Alors.
C'est ça que j'ai envie de dire à toutes ces femmes, c'est reprenez confiance. Moi, j'ai perdu confiance à un moment donné. J'ai dit reprenez confiance, ça vaut vraiment la peine. Si tout va bien, si ma santé est bonne, ben je vais peut-être être encore vivante de longues années. Donc autant que ça se passe bien. Hein. Oh là là, vous êtes génial. C'est vrai. Merci pour cette rencontre magnifique. Merci beaucoup, merci à vous. Je suis très touchée. Merci beaucoup. Merci. Bon, alors, autant vous dire qu'on ne s'est pas arrêté là. On a parlé de 1000 choses. Non, parce qu'il y a aussi une chose, c'est la fatigue émotionnelle amène le brouillard cognitif. Exactement. Moi, mes filles, par exemple, me disaient, mais maman, tu finis plus tes phrases. C'est-à-dire, j'avais plus de... J'ai eu ça. J'ai l'impression que ça c'était l'embouteillage dans mon cerveau. L'embouteillage. J'ai plein de trucs en même temps, et puis il y a un mot qui sort, mais c'est pas le bon. Mais comment c'est possible? Et comme le micro était toujours ouvert, je partage, ça peut toujours vous servir. Il y a des aliments complémentaires qui aident vachement, je trouve. Oui. Justement, dans certains moments, des régulateurs émotionnels qu'on peut trouver, des choses comme ça. Moi, je prends. Moi, je Laurent, enfin un truc le matin de chez Pilège. Ouais. Mais attendez, c'est pas. Ouais, il y en a un. Moi, Formag, magnésium. Il y a guarana rhodiol, de phytostandard, de Pilège. Le guarana rhodiol, ça c'est très bien la rhodiol. Ouais, c'est très très bien. C'est pour tout ce qui est fatigue émotionnelle, fatigue mentale. Quand on a un cerveau qui va trop vite. Oui, parce que non. Et qui s'en mêle les pattes. On a besoin de régulateurs émotionnels, je trouve, pendant la ménopause. C'est quelque chose qui nous aide aussi à se calmer, quoi. Parce que le cortisol, on le sait, le stress, donc c'est vraiment un poison. Donc il faut vraiment, quand on est trop stressé, il faut pas laisser ça s'installer. C'est très important. C'est trop dangereux, le stress. Vous avez raison. Ne pas laisser installer le stress. Allez, c'est ce qu'on va faire. Allez. On vous fait des bisous? Oui. On vous fait un câlin ou pas? Mais carrément. Ah bah alors, on vous fait un câlin. On se fait un câlin. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage. À très bientôt. Bye bye. Merci. Au revoir. Après cette discussion avec Carole Richert, j'ai repensé à l'eau, à ses vertus, ses pouvoirs apaisants et guérisseurs. Pourquoi et comment l'eau peut-elle nous aider à être plus heureux, en meilleure santé physique et émotionnelle? Et pourquoi est-elle si bénéfique quand on est en ménopause? Avant de me motiver à enfiler mon maillot de bain, j'ai décidé d'appeler Emma Aziza. Elle parle de l'eau comme personne, et pour cause, elle est docteure de l'École des Mines de Paris et hydrologue. Elle est la référente inondation, sécheresse et adaptation au changement climatique en France. Le rapport avec la ménopause, me direz-vous? Bien plus que vous ne le pensez. Écoutez, c'est passionnant. Déjà, quand on s'intéresse à la question de l'eau, on en vient très vite à la question de l'homme et surtout à sa dépendance totale à l'eau. On parle souvent de l'eau qu'on boit, on parle de l'eau avec laquelle on va pouvoir se doucher, nager, mais on parle jamais, voire rarement, de l'eau que l'on est. C'est-à-dire qu'on est majoritairement composé d'eau. Et cette eau, elle doit être de qualité de la même manière qu'on doit la retrouver dans la nature. Et c'est absolument essentiel, en fait, qu'on prenne conscience de l'importance de cette qualité d'eau. Il n'y a des richesses aujourd'hui dans des pays que parce que il y a de l'eau. C'est un élément essentiel pour tout. Et dans un moment de changement climatique où en fait, on a tendance à perdre l'eau sur nos continents, on commence à se poser des questions. Alors vous avez fait un parallèle passionnant entre la pluie qui tombe sur la terre et l'eau qui est bue par l'homme. En fait, cette pluie, quand elle tombe, sur les 100% de pluie qui tombe, le 2/3 repart dans l'atmosphère. Et il n'y a seulement que 9% qui finit par rejoindre une nappe phréatique, une nappe souterraine. Tout le monde est souvent persuadé que ça y est, il y a une pluie, donc les nappes sont rechargées. C'est beaucoup plus long, beaucoup plus complexe que ça. Il faut que l'eau trouve son chemin et qu'elle puisse réussir à avoir ce qu'on appelle une verticalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à l'horizontale et de ruisseler et d'être perdue, il faut qu'elle réussisse à pénétrer au cœur même du système, qui est la nappe souterraine. Et cette nappe, une fois qu'elle est remplie d'eau, elle va alimenter les rivières durant des mois et des mois lorsqu'il ne pleut pas. Et quand on voit de l'eau dans une rivière, c'est l'eau qui vient de la nappe. Elle va alimenter la fertilité des sols. Et donc, en fin de compte, l'eau souterraine, c'est la base de tout. Et quand on fait le lien avec l'être humain, nous, on transpire entre 1,5 litre et 2 litres d'eau par jour. Donc, il faut bien qu'on les ingère.
ces litres d'eau. Et donc, on va les récupérer à travers notre alimentation, à travers l'eau que l'on boit. On est aujourd'hui dans des civilisations où on a tendance à oublier de boire de l'eau. J'ai expérimenté depuis quelques mois le fait de boire différemment, de boire plus. Et quelque part, ce que j'applique à l'échelle de mon corps, c'est ce que je préconise à l'échelle des sols, à l'échelle des territoires. C'est-à-dire qu'il faut, à la moindre goutte d'eau qui arrive, lui laisser le temps de s'infiltrer. Et donc, je me suis mis à boire, et à boire beaucoup plus que ce que je ne buvais jusque-là, à boire jusqu'à 4 litres d'eau par jour, et surtout à boire en continu, en toute petite quantité. Et j'ai vu immédiatement des conséquences sur mon corps, et toutes les personnes que je connais autour de moi qui sont mises à appliquer ces méthodologies, c'est-à-dire le fait simplement déjà de reprendre conscience qu'il faut boire. Et pour vous donner un exemple, moi j'ai beaucoup de médecins, j'ai eu une maladie de grossesse auto-immune qui a touché ma thyroïde. Et donc, on m'a expliqué que je faisais beaucoup de rétention d'eau. Et d'ailleurs, on souriait souvent en me disant, vous êtes spécialiste de l'eau, spécialiste des inondations, vous avez une inondation dans votre corps. Et en fait, j'ai découvert que j'étais pas en inondation, mais j'étais au contraire en très grande sécheresse. C'est-à-dire que j'avais pas l'eau au bon endroit parce que je ne buvais quasiment pas. Et en fin de compte, l'eau ne repulpait pas tous mes tissus. Et le fait d'avoir changé cette logique-là, alors on n'est pas obligé de boire 4 litres tout le temps, mais moi je l'ai mis en place de manière progressive, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en train de prendre conscience à quel point c'est essentiel aujourd'hui de changer ce modèle-là, et je vois vraiment quasiment des miracles sur des gens qui se transforment, qui mincissent d'un coup, parce qu'en fait, ça va emporter toutes les toxines, tous les polluants, ça va nettoyer en profondeur tous les tissus, ça va ramener de l'eau là où il n'y en avait pas assez, où le corps, les organes souffraient, eh bien, ils ne souffrent plus. Donc, et du coup, je fais nécessairement le parallèle entre ce que j'ai pu découvrir moi à l'échelle personnelle et à la fois tout ce qui me permet de travailler sur l'hydrologie régénérative à l'échelle planétaire. 4 litres, c'est énorme, c'est pas dangereux. On parle parfois de surhydratation. Je crois qu'il y a déjà une grande différence entre le fait de boire comme un peu une sorte de chasse d'eau, où là, ça ne sert à rien. C'est un peu comme quand l'eau tombe sur le sol et qu'elle ruisselle, elle ne génère que des inondations. Et on a l'habitude de boire de cette manière-là. Boire différemment, boire à travers ce que l'on mange, à travers des produits à queue, eh bien là, ça n'a rien à voir. Donc oui, je pense qu'effectivement, il peut y avoir des formes de surhydratation. On a même certaines actus qui nous disent que ça peut devenir dangereux pour le corps, de certaines personnes qui auraient bu d'un coup des litres d'eau et qui auraient fini dans des états dangereux. Je crois que tout est une question d'équilibre. 4 litres, moi, c'est parce que j'ai des problèmes hormonaux, que j'étais en surpoids. Pour quelqu'un de normal, ça peut être 2,5 litres, 3 litres. Donc, il faut tout de même le préciser. En tous les cas, boire au moins plus de 2 litres d'eau par jour, déjà, tout doucement. Mais voilà, je crois qu'on doit renouer avec cette capacité que l'eau nous apporte, comprendre qu'on n'est fait que d'eau, que d'ailleurs, les 2 éléments les plus importants, enfin, les 2 organes qui sont le plus remplis d'eau dans notre corps, eh bien, c'est notre cerveau et c'est notre cœur. Et plus on s'hydrate, plus on retrouve une plasticité cérébrale, plus on va retrouver finalement un cœur qui peut pomper et qui peut derrière faire son travail entre artères et veines de manière beaucoup plus efficace. Donc voilà, c'est des principes parfois simples, de base, qui ont été complètement oubliés et qui, lorsqu'on les remet au milieu et qu'on en fait quelque chose d'essentiel, eh bien, ça prend tout son sens. Carole Richert nous parle du soulagement qu'elle a ressenti à la ménopause en se mettant dans l'eau. Quelles sont les vertus de l'immersion cette fois-ci ? Alors, déjà, on transpire toute la journée de l'eau à travers toutes les pores de notre peau. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la Terre. La Terre transpire et émet de la rosée. Et quand il n'y a plus d'eau, elle ne transpire plus. Donc, c'est tous ces échanges qui se font à l'échelle de la peau, se font à l'échelle d'ailleurs de la Terre. Et puis, on va avoir aussi de la perspiration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir recevoir de l'eau via la peau, à l'inverse, dans l'autre sens, lorsqu'on s'immerge dans l'eau. Toutes les techniques d'immersion depuis toujours ont montré leurs vertus
sur le plan physique. Et donc, ça s'explique tout simplement aussi par le fait que, eh bien, on va arrêter de perdre autant d'eau, mais au contraire, on va en regagner, on va réhydrater les pores de la peau. Et puis parfois, on va aussi éliminer plus facilement l'urée et les toxines qui étaient dans notre corps. Donc, en tous les cas, c'est clairement, on a tous ce rapport à l'eau. On a un rapport à l'eau pure qui est extraordinaire. Quand on se baigne dans une rivière, quand on va dans des eaux translucides dans certaines mers, on voit très bien à quel point on se sent beaucoup mieux, on se sent différent. Donc voilà, après, moi je suis pas médecin, je suis juste docteur en hydrologie, donc je suis de l'autre côté, mais je crois qu'à l'échelle de notre corps, toutes les cellules humaines ont besoin de se gorger de dizaines de milliards de molécules d'eau par cellule. Et en fait, eh bien, tout simplement, ça nous régénère. Et c'est connu depuis la nuit des temps. Il y a encore 20 ans, quand on avait de l'arthrose, un problème à un endroit ou à un autre, eh bien, on nous conseillait d'aller faire une cure thermale. Aujourd'hui, on nous donne des anti-inflammatoires et donc, en fait, de la chimie. Et on ne conseille plus du tout de nous reconnecter à de l'eau. Alors que c'est quelque chose qui a toujours existé, qui est d'ailleurs très français. Hannibal était arrivé à l'époque avec ses éléphants et avait traversé la France pour aller dans des cures thermales connues dans toute l'Europe. La France était vraiment connue pour ça. Mais comment expliquer alors ce bien-être que nous procure l'eau ? Alors, il y a plusieurs choses, je pense, qui rentrent en considération. C'est pas simplement notre rapport du corps à l'eau qui est déjà essentiel, mais à partir du moment où on plonge dans l'eau, on est déjà loin de notre téléphone portable, notre ordinateur, de nos messages. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir le mental qui lâche aussi. À ce moment-là, c'est toute la dimension émotionnelle liée à tout son environnement extérieur qui part. Et donc, il y a toute la dimension personnelle qui rejaillit, où on reprend un peu le pouvoir sur soi-même et sur ses émotions, sur ce que l'on est, on se recentre sur soi. Notre mental ne s'arrête absolument jamais dans notre monde moderne. Quelque part, plonger dans l'eau, on n'a pas encore trouvé toutes les techniques qui nous permettent d'être totalement connectés avec notre téléphone tout le temps dans l'eau. Donc au moins, eh bien, ça nous permet de lâcher complètement prise. Et je crois ça doit jouer un rôle nécessairement important. Et donc c'est la somme de toutes ces petites choses et puis des vertus de l'eau en soi qui effectivement en fait quelque chose d'absolument bénéfique pour nous tous, en fait. Ne pas s'accrocher à celle qu'on a été. Accepter celle que l'on devient. Boire, s'immerger. Prendre rendez-vous avec soi-même. S'occuper de son corps. Avoir la chance d'être vivante. À vous de choisir votre mantra. Le traitement hormonal peut aider vraiment. Mais il n'a pas de pouvoir magique. Il est une pièce, certes pivot, du puzzle de votre bien-être. Pour les autres pièces, à vous de découvrir ce qui vous soulage et vous fait du bien. Partez en quête de vous-même. Et n'oubliez pas, surtout, parlez-en. Avec 14 millions de femmes ménopausées en France, vous avez forcément une voisine, une copine, une cousine, une sœur, une maman, pas loin. Ne restez pas seul avec vos symptômes. Merci, vraiment merci à Carole Richer d'avoir osé, de nous avoir ouvert sa porte et son cœur. Son dernier film, La Fulgurée, est à voir en replay sur France TV. Merci à Emma Aziza de nous avoir fait découvrir un nouveau champ des possibles thérapeutiques. Merci à Sophie Drumin qui a écrit, monté et réalisé cet épisode. Merci à Célia Brondeau qui l'a mixé et à Alban Claudin qui l'a mis en musique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!